Bonjour à tous. On va lancer le webinaire. On va commencer par se présenter. Je vais juste vous présenter un petit peu l'articulation de notre webinaire. On va commencer par se présenter. On est 4 confrères à intervenir sur ce webinaire sur la facture électronique et l'émission connexe. Denis qui va nous présenter toute la partie liée au process du cabinet qui sont liés avec la réglementation de la facture électronique. Présenter l'émission qu'il réalise auprès de ses clients dans le cadre de la facture électronique. Et pour finir, on aura Carlo, qui est notre confrère inscrit à l'ordre des experts comptables en France et en Italie, pour nous partager son expérience, puisqu'en Italie, c'est déjà bien amorcé et installé. Et on pourra partager avec lui les points positifs et les écueils rencontrés pour la mise en place de la réglementation. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Nargis, je suis expert comptable commissaire aux comptes, spécialisée dans la digitalisation des directions financières et centres de services partagés et membre de la commission innovation. Et je passe la main à mon confrère Denis. Merci Nargis, donc Denis Barbarossa, expert comptable également et commissaire aux comptes, membre de la commission également, et par ailleurs éditeur, puisque j'accompagne les experts comptables sur tous ces sujets de dématérialisation et de traitement des process de numérisation de leur cabinet. Bravo. John Lévy, expert comptable, membre de la commission innovation. J'interviens aujourd'hui sur plusieurs clients, notamment grands comptes, sur la facture électronique et comment profiter de cette réforme pour automatiser leurs process et digitaliser encore plus les outils et les travaux qui y sont menés. Et enfin, Giancarlo Piras, expert comptable en France et en Italie. J'ai travaillé surtout dans les domaines internationaux, notamment j'accompagne des entreprises italiennes qui ont choisi d'investir sur le territoire français dans différents domaines, dans la mode, dans l'industrie, dans la finance. Merci à tous. Et donc, effectivement, comme Nargis vous le présentez en termes de déroulé, moi je vous propose de faire un rapide point sur les principaux rappels. L'objectif n'est pas de refaire l'entièreté de la réforme de la facture électronique qui nous attend pour 2024 et les années suivantes. C'est juste vous reposer le cadre afin de bien comprendre effectivement les enjeux et que l'intervention de chacun de nos confrères soit plus pertinente pour vous, égard effectivement à ces enjeux, sachant que l'Ordre a déjà lancé beaucoup de travaux et de webinaires sur la réforme de la facture électronique. Et donc, vous avez des webinaires déjà en replay pour vous permettre de refaire le point sur ce qu'est la réforme et les enjeux en fait que cela suppose, aussi bien pour nos cabinets que pour nos clients. Alors effectivement, les principaux rappels, on va commencer par le plus évident, qui est le calendrier. On est encore en plein dedans aujourd'hui, calendrier que pour l'instant l'État souhaite tenir. On verra d'ici la rentrée si on arrive encore à tenir ce calendrier. L'objectif de l'année 2023 était de permettre aux acteurs privés, les PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires, et à l'État avec le portail public de facturation, donc le PPF, de permettre d'immatriculer les candidats en fait PDP. Pour rappel, il n'y a pas de PDP à ce jour en fait existante, il n'y a que des candidats potentiellement PDP qui déposent ou ont déposé leur dossier, sachant que le dépôt de dossier ne vaut pas l'agrément de PDP. L'État a jusqu'à septembre et décembre, en gros, pour leur permettre de valider leur dossier déposé en termes de conformité déjà, notamment de fonctionnement, d'ISO, de contraintes techniques diverses et variées. Donc tout cela, ça se passe en ce moment. Et donc les candidats sont en train de déposer les dossiers afin d'être homologués pour, en gros, la rentrée et permettre effectivement ou non de participer à une première phase qui est la phase de pilote auprès de l'agence de l'État. Et donc l'objectif de janvier à juin est de lancer avec quelques acteurs privés et publics une première phase de test. Cette phase de test a vocation à permettre de valider en fait les grands schémas de fonctionnement qui ont été mis en place par le gouvernement au cours des différentes années entre les acteurs PDP privés, les acteurs publics, entre les TPE, les PME, les grands comptes, les grands émetteurs, ceux qui sont également soumis
de façon plutôt partielle, puisqu'en fait, on a des structures qui sont partiellement assujetties à TVA et donc qui sont, pour certaines activités, soumises au champ de la facture électronique et pour d'autres parties non. Donc, on va devoir avoir à traiter pas mal de cas et d'exceptions. On est en France, donc la complexité, on aime bien. Donc, tout cela sera attesté entre janvier et juin 2024. L'ambition étant que le 1er juillet 2024, on ait un go live pour les plateformes privées, publiques, PDP et PPF. Avec une obligation d'émission uniquement pour les grandes entreprises. Ce qui veut dire que tout le monde n'a pas l'obligation d'émettre au 1er juillet. Par contre, si vos clients souhaitent le faire de façon volontaire, évidemment qu'ils peuvent tout à fait déjà émettre des factures électroniques, même aujourd'hui, au format FactureX par exemple. Hein, certains éditeurs de solutions permettent de le faire. En tout cas, l'obligation sera pour les grandes entreprises le 1er juillet 2024. Par contre, l'obligation de réception, et c'est pour ça qu'on est tous concernés dès aujourd'hui, l'obligation de réception concerne toutes les entreprises, puisque les grands émetteurs, notamment en fait, tout ce qui concerne les fournitures électriques, d'énergie, télécom, etc., enfin, vous voyez, que sais-je, avec les grands acteurs, seront dans le champ des grandes entreprises. En tant qu'émetteurs, nécessairement, les récepteurs seront concernés par la réception de la facture électronique. Donc, beaucoup de monde concerné, tous nos clients potentiellement seront concernés dès le 1er juillet 2024. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer dès aujourd'hui et qu'on vous accompagne au niveau de l'ordre de Paris sur ces différentes questions. Deuxième date à retenir, 1er janvier 2025, avec une obligation d'émission pour les ETI, cette fois-ci. Donc là encore, hein, on est en progressivité en termes de contraintes pour les acteurs. Donc les émissions pour les ETI, à savoir les entreprises de moins de 5 000 salariés, et un chiffre d'affaires de l'ordre d'1,5 milliard. Enfin, le 1er janvier 2026, l'obligation pour l'entièreté des TPE et PME françaises d'émettre des factures, ce qui veut dire que tout le monde est dans le champ à compter du 1er janvier 2026, avec néanmoins une complication, à savoir que le ministère communique dès à présent sur une période de tolérance jusqu'au 31 décembre 2027, ce qui veut dire que tout le monde se dit qu'on a encore un petit peu le temps de s'y mettre, en tout cas pour l'émission, puisqu'une fois encore pour la réception, tout le monde est concerné. Je vous parlais de PDP et de PPF, hein, juste pour rappeler le schéma, là encore un peu différent que la France a fait, notamment par rapport à l'Italie. Giancarlo nous en reparlera. En Italie, on a un acteur unique. En France, on a voulu complexifier un petit peu le débat, considérant qu'il y avait beaucoup de flux à faire passer d'un seul coup. L'État a souhaité s'adjoindre les services d'entreprises privées, donc les PDP, et donc tout le débat aujourd'hui pour nos éditeurs de se faire matriculer pour pouvoir être en capacité d'interagir dans ce flux. Donc vos clients et leurs émetteurs, effectivement, auront ou pas à passer par un PDP ou bien par le portail public directement. Et donc, cette interaction entre le portail public gratuit, des portails privés payants avec des services complémentaires pour des acteurs divers et variés fait qu'effectivement, on a un ensemble de flux assez complexe à gérer, des API, donc des interconnexions entre ces différents acteurs, et donc les 6 mois de test de janvier à juin ne seront pas de trop pour permettre de valider que les PDP arrivent à parler entre eux d'une part et à parler avec l'État. En tout cas, pour nous, ce supposera effectivement aussi des solutions différentes pour aller récupérer les informations comptables et financières. Jusqu'à maintenant, votre client vous transmettait l'information quand il le souhaitait. Là, l'objectif, c'est qu'on puisse être connecté en amont en tant qu'expert comptable et donc tiers de confiance quelque part à ces structures pour être en capacité de récupérer ce flux et être dans un mode de comptabilisation en temps réel. Et donc, la comptabilité ne se fera plus a posteriori, mais quasiment en live. C'est toute l'ambition, effectivement, qu'on a avec la facture électronique. Ce qui veut dire de revoir les process du cabinet, process qui, aujourd'hui, sont finalement assez variés dans le cabinet. On se rend compte que, finalement, on a des documents qui sont déjà numérisés par nos clients, des documents qui arrivent nativement PDF parce qu'ils reçoivent par email beaucoup de factures, et donc du coup de notes de frais. Et donc on a des process aujourd'hui variés entre des documents qui nous sont transmis par un scanner, des documents qui sont transmis par email, des documents qui sont dans une Dropbox ou dans un OneDrive ou dans une box quelconque que votre client veut vous transmettre, des factures qui arrivent par email, des images parce que votre client a une application mobile et prend beaucoup de photos, ou bien il se rend compte après 3 relances qu'il faudrait sérieusement vous envoyer la comptabilité, donc il se met sur son bureau, il prend plein de photos, il vous envoie tout cela. Et donc tout cela suppose effectivement au niveau du cabinet d'être en capacité de traiter du multiflux et des schémas différents en fait aujourd'hui d'un point de vue comptable et d'un point de vue de preuve. Vous avez des documents papier originaux, des documents PDF qui ne sont pas des originaux, qui sont déjà numérisés. Vous avez des documents qui arrivent effectivement de toutes parts et cette multitude en fait de réception fait qu'on a un gros sujet au sein de nos cabinets en termes de process de créer un canal de récupération à peu près fiable et surtout le plus automatisé possible pour permettre de faire en sorte d'avoir derrière un traitement qui s'opère au mieux. Puisqu'une fois qu'on a acquis des documents, il faut encore les traiter. Je ne vous ai pas parlé effectivement des flux bancaires qui sont encore un autre sujet, mais qui font qu'on a dans un cabinet aujourd'hui une multitude de données en fait à récupérer
très protéiforme, et donc tout cela va devoir entrer dans un entonnoir en fait à données pour être en capacité d'arriver dans une file de traitement qui permette de rester le plus efficient possible et ne pas avoir à se disperser trop en termes d'acquisition et de devoir à pleurer auprès du client pour récupérer nos pièces comptables, enfin, ces pièces comptables, pour nous permettre de faire sa comptabilité le plus à jour possible. Et donc derrière, effectivement, en termes de traitement, on a là encore des traitements variés. On peut avoir des robots qui automatisent beaucoup effectivement la saisie, mais ces robots, il faut les alimenter. Dans l'idéal, votre client est connecté au robot, ça permet effectivement de créer un flux régulier, et on se rend compte en termes de process que très souvent, malheureusement, tout passe par le cabinet, et c'est le cabinet qui alimente en fait l'automatisation via son éditeur. Et donc quand le client est assez peu acteur, on est assez peu en live en fait. Et donc toute la réforme de la facture électronique nous permettra d'être beaucoup plus en amont de cette acquisition de données, et donc nous permettra de traiter beaucoup plus en live l'information comptable et financière. Ce qui voudra dire que pour une fois, l'État, via le PPF ou les PDP, seront plus informés, en tout cas plus à jour que notre comptabilité, puisque la comptabilité arrivera en dernière file, certes encore, mais en tout cas, toutes les informations que vous avez vues dans les PDP et les PPF, notamment en termes de paiement, toute l'information du bon paiement et de l'acceptation de facture, tout cela se trouve sur les portails, soit publics, soit privés, là où aujourd'hui, ça se trouvait sous tous chez votre client et in fine dans la comptabilité. Et donc, il y a un déplacement de la valeur qui s'opère entre la valeur de notre éditeur historique ou de nos éditeurs historiques qui effectivement avaient beaucoup d'informations comptables et financières vers des portails aujourd'hui de gestion de flux et donc demain de gestion de paiement, parce que l'objectif quand même pour les PDP est de créer de la valeur, et cette valeur, c'est la facilité en fait de valider des factures, payer des factures et transmettre ces mêmes factures à leur expert comptable et ou à leur preneur également, puisque l'objectif quand même demain sera que votre client, déposant une facture sur le PPF ou via son PDP, puisse directement en fait l'envoyer à son preneur grâce à son sirène, permettant également de se faire payer très rapidement. Et donc tout cela fait que dans notre chaîne de process qui était protéiforme hier, demain nous permettra d'avoir un seul canal quasiment, qui est le canal de la facture électronique via des portails variés certes, mais qui permettront tous de communiquer entre eux, et donc de nous permettre de récupérer cette donnée in fine pour nous permettre de gérer la comptabilité dans nos systèmes. La deuxième révolution, c'est que malgré tout, on est sur un canal à peu près uniformisé en 2027, une fois que tout le monde a passé la réforme, sauf pour quelques sujets, notamment tous ceux qui sont hors champ effectivement de la TVA, d'une part, et tout ce qui est commerce international, ce qui représente quand même malgré tout encore une activité assez importante. Et là, on passera par d'autres chaînes, et donc on aura toujours cette chaîne de traitement, plutôt PDF a priori, qui passera chez nos clients. En tout cas, l'objectif effectivement pour nos cabinets est de s'adapter à cette réforme et de faire en sorte que nos outils comptables soient en capacité de traiter l'information nouvelle de cette facture X, qui est une information beaucoup plus riche qu'un document à plat, qui est un document qui emportera beaucoup de données qu'on appelle en tête et pied de page, hein, donc notamment date, TVA, hors taxe, TTC, fournisseurs, des sirènes, des dates d'échéance. Toutes ces informations ne seront plus à comptabiliser, nous permettront de gagner du temps pour être plus efficients sur d'autres sujets auprès de nos clients en termes notamment effectivement de gestion financière. Et c'est là où John et Energis vous expliqueront un petit peu comment ils se projette sur ces missions nouvelles pour les cabinets, et comment Giancarlo aussi, avec le témoignage de l'Italie qui a déjà migré depuis quelques années, nous permettront effectivement d'accélérer un petit peu de nouvelles prestations chez nos clients. Voilà un petit peu les grandes lignes de la réforme d'une part et les process à adapter au sein de nos cabinets. C'est pour ça qu'on insiste assez fortement au niveau de l'Ordre de Paris pour vous accompagner sur ces sujets, parce qu'on a bien conscience que c'est un sujet certes technique et de tuyauterie, mais cette tuyauterie nous permettra demain d'être beaucoup plus efficient pour notre client, et donc toute l'ambition que nous avons est de vous permettre d'être plus performant dès le 1er juillet 2024 pour permettre de développer d'autres types de prestations auprès de vos clients. Voilà pour ma partie. Je vous propose de partir du coup directement sur le retour d'expérience de nos consoeurs et confrères qui sont avec moi ce matin, et on va commencer par John. Merci Denis pour cette présentation riche effectivement de la réforme. Et mon maître mot, c'est que finalement l'expert comptable a toutes les cartes en main pour pouvoir attaquer ce marché, puisque c'est un marché qui est d'ordre des prestations qu'on va appeler plutôt de conseil. Moi, pour le coup, j'interviens auprès de grands acteurs, à la fois d'établissements bancaires, mais également de grandes PME, sur le rôle de product owner. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est la personne qui va être garante du dispositif chez les clients qui va être mis en place pour répondre à un besoin. Et ce besoin, c'est le besoin lié à la réforme de la facturation électronique.
Et donc, ça fait appel à finalement toutes les compétences qu'on a pu, euh, entre guillemets, collecter durant nos parcours académiques, hein, puisqu'on va faire appel à des compétences comptables, des compétences fiscales, mais également un peu d'informatique, même voire beaucoup. Et donc, effectivement, ces missions, euh, en tout cas, les experts comptables qui ont une appétence informatique vont pouvoir aussi s'amuser et s'épanouir dans ces missions, puisqu'on va parler également d'informatique. Côté cabinet, on s'y équipe également, même si on ne sommes pas un grand cabinet, on a également porté une réflexion sur qui allons nous suivre comme éditeur, même si aujourd'hui, et à juste titre, Denis nous a rappelé que les PDP aujourd'hui ne sont pas officiellement et inofficieusement dévoilés, on le saura plutôt en fin d'année, voire début d'année prochaine. Pour autant, il fallait quand même qu'on se prépare au cabinet, et pour cela, on a même été embarqué dans les candidatures pour tester et recéter la plateforme de l'État qui ouvrira à partir de janvier prochain. Voilà, cette fameuse phase de pilote dans laquelle nous avons souhaité au cabinet participer, déjà pour anticiper les tenants et les aboutissants de la réforme, hein, et les cas d'usage qu'on va pouvoir avoir au sein du cabinet, et comment ces cas d'usage vont pouvoir s'accorder avec les tuyaux, hein, les fameux tuyaux de notre futur PDP qu'on aura choisi, pour que en Go Live, qui sera pour rappel le 1er juillet 2024, en réception pour la plupart, pour tout le monde, et en émission pour quelques-uns de nos clients, qu'on soit prêt au rendez-vous et qu'il n'y ait pas de trous dans la raquette. En tout cas, il y en aura certainement, mais on essaiera d'être prêt au maximum. Donc ça, c'est pour la partie cabinet. Et pour la partie prestation de conseil qu'on opère auprès des grands groupes, et comme je vous le disais, nous avons cette casquette de garant. Nous apportons tous les jours des réponses à leurs problématiques fiscales, même si vous avez les directeurs fiscaux ou des départements fiscaux qui sont également à la manœuvre avec nous. L'expert comptable, encore une fois, a toutes les cartes en main et toutes les compétences pour aller sur ces sujets. Il ne faut pas avoir peur, puisqu'aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Pour autant, nous sommes aidés par la DGFiP avec des communications régulières. On va avoir prochainement encore une mise à jour qui va tomber sur le mois de juillet pour aider ces acteurs à se préparer à cette réforme. Voilà. Donc, en d'autres termes, ce qui est important aussi de noter, c'est quelques conseils si vous souhaitez aller sur ces sujets et que vous n'avez pas encore la méthode pour y aller. C'est, dans un premier temps, peut-être faire une cartographie des flux des entreprises que vous allez accompagner. C'est important. Quels sont les flux entrants? Quels sont les flux sortants en termes de facturation? Est-ce que les flux sont soumis à de la TVA? Oui, non. Est-ce que vous avez des intercos? Est-ce que vous avez des notions de groupe de TVA? Voilà. Toutes ces notions de flux adressées à ces sujets qui vous parlent en tant qu'expert comptable vont être importants pour cartographier les flux de l'entreprise et ensuite les brancher dans les bons tuyaux de la PDP que vous allez choisir. Voilà. Alors, je fais exprès de parler uniquement des PDP parce que moi, un des sujets qui m'importe et de par mon expérience, je vous conseille fortement d'adresser vos sujets auprès d'une PDP, car celle-ci va pouvoir vous apporter des fonctionnalités de confort pour vos métiers, vos cabinets et vos collaborateurs, mais également vos clients. En termes de nouvelles missions, alors pour moi, elles ne sont pas nouvelles puisque je suis déjà en plein dedans. Pour autant, si on extrapole un peu plus de façon lointaine le sujet de la facturation électronique, et Denis l'a très bien rappelé, on va être finalement au cœur des données. On parlait de data, là on va parler de données et d'informations. Il faut savoir que l'expert comptable, si on regarde et si on fait une prospective, va plutôt être le garant de l'information au sein des entreprises que le garant de la comptabilité uniquement. Et ça, on le voit très clairement puisque la valeur va être portée auprès des portails, soit publics, soit PDP, et effectivement, l'État aura une avance certaine sur la comptabilité. Au même titre que le contrôle de gestion à l'époque sur la comptabilité, aujourd'hui, on va avoir ce même paradoxe qu'il faudra également appréhender. Et c'est pour ça que l'expert comptable aujourd'hui va devoir plutôt se tourner vers un rôle de garant de l'information en tant que telle dans l'entreprise. Et c'est mon avis, et je sais que d'autres le partagent. Donc aujourd'hui, mon conseil, c'est peut-être de commencer à penser à l'avenir. Essayer de vous porter une réflexion à
5-6 ans, comment vous voyez votre cabinet, quel est le rôle que vous voulez donner à vos collaborateurs vis-à-vis de vos clients, car aujourd'hui, la comptabilité qu'on connaît de saisie traditionnelle va tendre à disparaître. Voilà, parle des jeux d'automatisation, des jeux d'APIsation entre les outils, ce qu'on appelle l'interopérabilité. Donc tout ça va finir par finalement s'amoindrir en termes de tâches au cabinet, il faudra aller chercher de la valeur ailleurs. Enfin, la dernière communication que nous avons eue de la DGFiP, je vous partage, cette fameuse CA3 pré-remplie ne verra le jour qu'en fin de parcours, à savoir après 2026. Pour autant, en 2024, nous aurons dès à présent un jeu de données qui sera, si vous souhaitez uniquement aller sur du PPF, donc la plateforme le portail en fait public de facturation électronique, celle-ci vous donnera en fait des dashboards pour savoir combien vous avez de factures en entrée, combien vous avez de factures en sortie et quels sont les cycles de vie. Alors on va pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique, mais on aura un système de workflow d'approbation, on peut appeler ça comme ça, avec un jeu de statut qui nous permettra de savoir où en est la facture, jusqu'au date de paiement pour ceux qui auront une PDP qui permettra de payer la facture depuis les systèmes. Voilà ce qu'on peut dire sur le marché. Donc, il n'est pas trop tard de s'y intéresser. C'est le moment, au contraire, d'y aller. Vous allez avoir un temps fort en septembre. Attention tout de même à la enfin, la prochaine période fiscale qui va être très rude. On va avoir, pour rappel, le sujet de la facturation électronique qui va démarrer dès le 1er juillet. Mais pour autant, il faudra également s'équiper au cabinet, en tout cas avoir une stratégie et en même temps produire ce qu'on a l'habitude de produire pendant ces périodes fiscales qui sont assez intenses. Voilà. Donc, préparez-vous, soyez attentifs aux nouvelles informations qui vont tomber et surtout, adossez-vous à un partenaire éditeur pour vous aider à prendre le virage. Voilà ce que je peux dire. Je laisse Merci la à tous parole. les deux. Merci à John et à Denis pour ces rappels. Alors moi, je ne vais pas revenir sur la partie cabinet puisque vous l'avez très bien détaillé, que ce soit pour la timeline ou vers quoi on va pour le cabinet. Je vais plutôt aborder le volet client sur lequel on peut aller pour avoir de nouvelles missions, c'est-à-dire nos clients qui sont prêts ou pas du tout prêts. Facture électronique, on a deux typologies de clients, des clients qui seront soumis à l'obligation en juillet 2024 et donc qui commencent déjà à se préparer, qui se sont intéressés et donc qui ont la taille qui leur permet d'anticiper ça et d'avoir un chef de projet ou en tout cas un groupe de travail qui a anticipé toutes ces questions. Mais on a aussi les PME qui pensent ne pas être intéressés ou en tout cas pas soumises à l'obligation puisqu'ils voient le délai dans 2 ans. Mais comme l'a rappelé Denis, ils vont être quand même obligés de recevoir les factures et donc elles sont potentiellement pas prêtes. Donc sur ce volet-là, l'expert comptable a vraiment un large panel de missions possibles et ça sera notre rôle d'aller vers le client. Alors soit on est sollicité par le client directement pour l'aider à remettre à plat tous ses process et donc de repenser tous les flux de la fonction finance ou alors une brique qui est le procurement, ou ça sera à nous d'aller les voir pour leur dire ok, ça sera en 2026 pour vous, mais il va falloir se préparer, on en est où? Alors le grand sujet chez les petites structures, c'est qu'ils sont dans l'opérationnel, ils n'ont pas le temps de penser à tout ça, ils sont pris par le temps et parfois ils n'ont pas les moyens non plus, ils n'ont pas le conseil qu'il faut pour anticiper ces points-là. Pour beaucoup, avoir une facture PDF, c'est digitaliser. Donc, c'est vraiment un travail pédagogique à faire avec eux pour expliquer qu'en fait, c'est un acquis, ok, d'avoir le PDF, mais il faut repenser tous les flux pour être prêt à recevoir la facture électronique. C'est-à-dire qu'il faut repenser le workflow, repenser les personnes qui sont capables de faire ou pas faire ce projet,
faire une roadmap digitale. Alors, le début vraiment de ce type de mission, c'est je fais une roadmap digitale, je prends connaissance des flux de mon client, et c'est là où je rejoins John sur ce point. On est vraiment les meilleures personnes placées pour le faire. Parfois, on n'y va pas parce qu'on n'a pas eu la formation, on n'a pas eu l'opportunité de faire des missions quand on était stagiaire ou quand on a amorcé notre carrière professionnelle. Il n'y a rien de sorcier là-dedans, on peut se former et on a quand même le luxe d'avoir cette vision transverse sur tous les flux, que ce soit en casquette d'expert comptable ou en casquette de commissaire aux comptes. Et ça, c'est quelque chose que les consultants qui travaillent sur ces projets-là, sur les transformations digitales, ne peuvent pas offrir à un client puisqu'ils sont parfois limités sur des sujets comptables. C'est pas une critique, je travaille avec eux et on se complète. Ils sont vraiment plus pointus sur la partie gestion de projet et on se complète sur la partie comptabilité finance. Il ne faut pas hésiter à aller sur ça parce qu'on a une formation académique et professionnelle qui nous permet de comprendre et la fiscalité, la compta et le droit et la gouvernance et donc tous les flux. Et on peut dire à notre client, attention, là, il y a un problème de contrôle interne. Attention, là, il va falloir anticiper le workflow et comment je prépare mon équipe. Parce que dans certaines PME, vous allez avoir une forte résistance au changement qui va s'installer parce que des personnes vont penser que leur job va disparaître puisque tout va être automatisé. Et donc, vous allez avoir un petit peu ce côté communication qu'il va falloir instaurer si on veut faire adhérer tout le monde pour faire un changement et surtout pour avoir les process. La grande difficulté dans ces structures, c'est que beaucoup de process ne sont pas écrits. Ils sont dans la tête de chaque opérationnel et qui est là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui maîtrise son poste à la perfection. Mais s'il n'est plus là, on ne sait pas faire. Et donc, d'abord commencer par mettre à plat tout ça et leur expliquer que c'est vraiment une réelle opportunité pour repenser les process, pour nettoyer la data. Je rejoins Denis et John là-dessus. Je pense notamment à la base fournisseur qui va servir pour la facture électronique. Donc, ça sera la base, la master data qu'on pourra uploader directement dans les nouveaux logiciels, que ce soit PDP ou l'OCR qui sera choisi. Voilà, donc vraiment l'objectif, c'est de les sensibiliser. Alors, soit vous êtes sollicité directement par le client, soit dans votre portefeuille, vous voyez qu'il y a des clients qui vont être intéressés par ce type de mission, prendre votre téléphone et voir avec eux et leur demander où ils en sont de leur process. Est-ce qu'ils ont commencé à penser? Est-ce qu'ils ont fait une cartographie? Est-ce qu'ils ont designé ce process pour savoir est-ce qu'ils sont prêts à recevoir la facture électronique et vraiment ne pas hésiter à y aller, on est les mieux placés pour le faire. Ok, on fait une première mission, ne pas hésiter à contacter les confrères qui font ce type de mission pour poser des questions et commencer à se familiariser avec ce type de mission. De plus en plus, comme disait John, enfin, tout passe en automatisation. Les missions chronophages qu'on avait, on en aura de moins en moins. Et personnellement, je pense que c'est là où on nous attend. On a une énorme valeur ajoutée sur ce type de mission. On va au-delà des chiffres, on va au-delà de la compta. On apporte une réflexion sur une organisation interne qui va permettre à mon client d'être performant, d'avoir du e-reporting, d'avoir une data propre, d'être prêt, de respecter sa réglementation. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais partager avec vous sur cette partie-là. Sur la méthodo, je dirais, d'abord, si je suis sollicitée ça va être, je fais un diagnostic au début, j'essaie de réfléchir avec mon client sur une cartographie et je lui propose une solution progressive par rapport à son échéancier, à sa timeline. On peut se faire aider par les éditeurs de logiciels pour avoir un partenaire, ça c'est super important. Et le plus important, ça va être vraiment la communication auprès des clients. La conduite du changement est super importante. Les collaborateurs, il faut vraiment les faire adhérer et les porter avec vous sur ce type de projet. C'est la condition de réussite de ce type de projet parce que s'ils n'ont pas compris vers quoi ils vont, il y aura un sentiment de rejet naturel qui va se ressentir dans le projet et ça sera vraiment délicat. Donc voilà, pour le partage de ces missions de digitalisation qui s'offrent à nous. Et je peux vous assurer que sur le marché, il y a tellement de demandes sur ce type de mission. Les clients ont du mal à trouver des confrères, enfin pas forcément des confrères, mais en tout cas un profil qui peut répondre à ce besoin. Et malheureusement, ils ne s'orientent pas forcément vers nous. Personnellement, quand je fais ce type de mission,
on me dit toujours « Ah bon, mais toi, tu es expert comptable, est-ce que tu fais ça ?» Et bon, je pense que c'est aussi notre rôle de communiquer, de leur expliquer qu'on est les mieux placés pour faire ça, parce qu'ils nous cantonnent à la saisie, bilan. Voilà, ça c'est notre rôle, je pense, de communiquer, de leur expliquer qu'on est tout à fait légitime pour le faire, parce que spontanément, ils vont chercher des consultants, voilà, qui vont avoir un TGM très élevé, mais ça va. Et quand ils pensent à nous, ou parce qu'on s'est retrouvés là, personnellement, à chaque fois que j'ai fait une mission, on me dit « Mais toi, tu es expert comptable, tu fais ce type de mission, je ne le savais pas. » Voilà, d'ailleurs, j'ai déjà partagé avec John qui a le même sentiment sur ce type de mission, et c'est regrettable parce que quand même, on a une formation très prestigieuse qui nous a offert un panel très large, et le client n'est pas sensibilisé à ça, il ne pense pas du tout à nous, il pense à nous pour la tenue comptable. Et ça, c'est vraiment dommage, mais je pense que ce sera notre rôle d'aller vers eux et de communiquer au maximum pour leur expliquer en quoi on est les meilleurs, ou en tout cas les plus légitimes pour le faire. Bien évidemment, moi je travaille beaucoup avec les consultants sur ce type de mission et on se complète sur ça. Voilà, donc je passe la parole. Si je peux me permettre, on a un petit écho. Si je peux me permettre sur ce que tu disais, aujourd'hui, je fais face à des acteurs, notamment grands groupes, qui commencent à comprendre l'intérêt d'avoir un expert comptable à la manœuvre. Pour la petite histoire, ils avaient commencé avec un cabinet de conseil sur le projet, et finalement, ils n'ont pas tenu la route. Ils n'ont pas tenu la route, et le fait d'avoir fait appel à mes services, de par mon appétence pour l'informatique et la compta et la fisca, et avoir le titre, bah, finalement, ça a rassuré tout le monde, et ils sont beaucoup plus sereins, en fait. Donc c'est important de aussi comprendre que le visa, enfin, moi j'appelle ça un visa, une signature, finalement le DEC, et le fait d'être inscrit à l'ordre, ça nous donne une légitimité, une puissance de feu qui est phénoménale. Donc n'hésitez pas à aller l'utiliser, puisqu'aujourd'hui, on est attendu par les grands groupes et on n'est pas assez visible, comme le disait Nargis. Aujourd'hui, on essaie de faire des efforts au niveau de l'ordre, au niveau des commissions, mais sans vous et sans tous les membres de la profession un à un, on ne pourra pas porter la bonne parole rapidement. Voilà, donc c'est une affaire de tous, finalement. Voilà, je vous laisse la parole. Je reprends juste pour rebondir, parce que la difficulté pour un confrère qui n'a jamais fait ce type de mission, on en a déjà parlé, John, c'est de se dire par quoi je commence, j'aimerais bien y aller, mais je ne sais pas comment faire. Donc plusieurs possibilités, soit contacter les confrères qui font ce type de mission. Parfois, on a énormément de demandes et on ne peut pas assurer toutes les missions, et on aimerait avoir des confrères qu'on pourrait présenter ou qui pourraient travailler avec nous, et ça sera l'opportunité de se former, et vous verrez qu'il n'y a rien de sorcier parce que vous avez le background qui le permet, que ce soit académique ou professionnel, et après ça sera l'effort de chacun pour s'adapter et proposer le meilleur à son client pour une meilleure expérience client. Vraiment, plus important, c'est l'expérience client. Après, vous pouvez toujours vous former. Il y a plein de formations sur la gestion de projet. Maintenant, pour la facture électronique, il y a une multitude de canaux d'acquisition de cette information, rejoindre des commissions et essayer d'amorcer une première mission, et vous verrez que ça viendra tout seul, parce que vous allez avoir la méthodo. Et une fois que vous êtes chez un client, moi, à chaque fois que je commence une mission, et ça dure au moins 1 an, parce qu'en fait, une fois que j'ai fini le projet, ils se rendent compte qu'on peut les aider aussi pour faire la révision des comptes. Et OK, on va aussi travailler sur ça. On se rend compte que les CACA, et qu'on peut peut-être les aider à préparer, à anticiper les sujets. Et in fine, c'est passionnant pour eux de voir un profil qui peut s'adapter à tous les sujets. Et ça, c'est pas unique à John ou à moi parce qu'on fait ce type de mission. C'est juste qu'on a eu la chance d'en faire dans notre carrière professionnelle, et on est arrivé sur ce créneau-là. Mais vraiment, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Carlo, donc qui est notre confrère italien, qui va nous partager son expérience. Et puis, de votre côté, n'hésitez pas à poser des questions
sur le chat qu'on pourra apprendre après son intervention. Merci Nargis, John et Denis. Dans tous les cas, vous avez déjà bien résumé qu'est-ce qui nous attend pour le futur. Je vais faire d'abord une petite introduction, un peu d'histoire sur l'introduction de la facturation électronique en Italie, compte tenu de mes échanges quotidiens avec des entreprises et des confrères italiennes avec qui on collabore. Comme vous le savez, l'obligation de la facturation électronique a été mise en place en Italie à partir du 1er janvier 2019 et l'Italie, il est actuellement le premier pays d'Europe à avoir mis en place cette obligation. Les raisons sont variées, mais essentiellement, l'effet principal, c'était une problématique liée à la collecte de la TVA de la part de l'État, même si l'administration fiscale, il a, entre guillemets, présenté ça comme une amélioration de la digitalisation du pays et entre guillemets, pour sauvegarder l'environnement. L'Italie, jusqu'en 2020, il était un peu au-dessus de la moyenne européenne pour ce qui concerne la perte des recettes de TVA, 26 milliards contre 13 milliards en même période pour la France. Et donc, on a dû intervenir bien à l'avant par rapport aux autres pays européens qui sont un peu plus vertueux sur ces côtés. Et je vais donner juste un petit schéma de comment ça marche en Italie, la facturation électronique. Les schémas, c'est à peu près les mêmes français, c'est comme l'a déjà bien décrit Denis. La seule différence, c'est qu'en Italie, les PPF, donc, il est intégré avec l'administration fiscale, donc on saute un passage, et au lieu d'avoir un schéma en Y, on a un schéma en V. Pour le reste, la transmission de toutes les transactions, soit B2B ou B2C, on travaille de la même façon. On peut utiliser les portails de l'administration fiscale italienne, qui c'est gratuit. Entre autres, ils ont développé un système pour la facturation électronique, c'est un format XML. Et pour le reste, aujourd'hui, il y a à peu près plus d'une dizaine de plateformes PDP qui, franchement, à mon avis, ils ont des fonctionnalités qui sont bien meilleures que la plateforme directe de l'administration fiscale italienne, même s'ils ont un petit coût qu'il faut après faire payer aux clients, sauf si les clients même ils veulent souscrire un contrat pour la gestion de la facturation électronique. Et aujourd'hui, les flux gérés par les plateformes de l'État et les PDP, il est d'environ 2 milliards d'euros, 2 milliards de factures. Donc, un business quand même intéressant pour les plateformes et aussi pour nous, pour les experts comptables, parce que certains experts comptables en Italie, ils revendent des accès sur les plateformes et ils gèrent en direct cette activité. Et je vais en dire quelques mots en plus par la suite. Comme je disais, tous les opérateurs, toutes les opérations, soit B2B ou B2C, doivent passer par l'administration fiscale via des plateformes ou pas.
à ces jours, sont exclus de l'obligation de mettre des factures électroniques, juste certaines catégories telles que l'équivalent de nos auto-entrepreneurs en France et certaines associations sportives qui ont un chiffre d'affaires qui est vraiment limité. Je passe maintenant à décrire un peu les sentiments et les problématiques qu'ils ont eu nos confrères en Italie. Il n'y a pas eu une période intermédiaire dans laquelle les entreprises ont pu travailler. En Italie, comme j'ai déjà dit, à partir du 1er janvier 2019, toutes les entreprises confondues, et ils avaient l'obligation d'émettre et de recevoir des facturations électroniques. Je vous laisse imaginer, les premiers mois ont été un peu difficile surtout pour les cabinets ou les clients qui n'avaient pas une maîtrise en intérêt pour l'informatique. Et de ces faits, il y a eu, c'est sûr, des retards, des problématiques même, parce que certaines problématiques, ils n'ont pas été totalement identifiés en amont, et donc on a dû les résoudre pendant l'activité. Dans tous les cas, une fois la procédure pleinement mise en œuvre, aujourd'hui, les experts comptables italiens sont très contents d'utiliser la facturation électronique. Comme ils l'ont déjà dit Denis et John, bon, on a dans les mains des flux immédiats. Ils sont tous stockés sur les plateformes ou sur les sites de l'administration fiscale. Plus de temps à perdre pour obtenir les factures de la part des clients, plus de factures perdues, oubliées, etc. La qualité des flux, comme on a déjà dit, c'est certes. La rapidité avec laquelle l'expert comptable peut obtenir les flux on peut pas les mettre en relation avec la situation d'aujourd'hui. Donc, un gain de temps considérable et pour la saisie, un gain de temps considérable pour ce qui concerne toute l'organisation du cabinet. Les seuls petits inconvénients que mes confrères en Italie ils ont remarqué, c'est qu'avec la facturation électronique, il faut être un petit peu plus précis dans le fait qu'on peut, si on se trompe sur une facture, imaginons qu'on il y a un numéro de facture erroné et il faut forcément faire une note de crédit et émettre par la suite à nouveau la facture. La facture elle doit passer toujours par l'administration fiscale ou via la plateforme PDP. Et aussi pour les délais, il faut avoir toujours présent qu'il faut envoyer la facture dans un délai de 12 jours. Après ces 12 jours, on est en sanction. Après 3 ans encore, l'administration fiscale italienne il a montré une certaine souplesse concernant les sanctions. Normalement, la sanction pour chaque facture, c'est au moins 60 € par facture erronée. À ces jours, l'État il a cherché de ne pas exagérer avec les sanctions continues il y a encore des problématiques qui peuvent arriver aux clients.
Donc, retour favorable pour tous les experts comptables italiens qui ont pu, entre guillemets, optimiser leur temps au lieu de passer beaucoup de temps pour toutes les activités des comptables et des saisies, et développer des activités à support des clients. En fonction de la qualité des clients, il y a des clients qui sont plus ou moins intéressés à l'informatique, qui sont en mesure de gérer ou pas l'informatique en interne. Et donc, le rôle de l'expert comptable en Italie, il est devenu encore plus important. En termes d'organisation, par exemple, les flux, la facturation, de l'organisation informatique. Et d'un autre côté, continue qu'aujourd'hui, ils ont plus de temps pour développer d'autres activités. Ils se sont concentrés sur des activités de conseil fiscal, organisationnel, on a dit, patrimonial, informatique. Je vous rappelle qu'à ces jours, même si en Italie, de mémoire, les experts comptables sont 5 fois un nombre supérieur aux experts comptables français, on est à peu près 120 000, il n'y a pas eu les cabinets, ils sont encore là, ils n'ont pas fermé. C'est sûr que les cabinets qui n'ont pas suivi, ils n'ont pas eu la capacité de s'adapter au temps et d'informatiser les cabinets, ils ont eu du mal. Mais pour le reste, les autres, ils sont encore là, ils sont en bonne santé, ils ont augmenté dans certains cas, et plusieurs cas, les chiffres d'affaires. Dans certains cas, ils ont aussi réduit le nombre de collaborateurs parce qu'avec les mêmes dossiers, ils peuvent être gérés par, dans certains cas, la moitié des collaborateurs. Donc, les messages que j'aimerais faire passer, parce que j'ai participé récemment à plusieurs formations et j'ai vu que beaucoup de confrères ils étaient justement très préoccupés pour l'avenir. Je pense qu'en France, l'État, il a donné tout le temps pour aux experts comptables pour s'adapter à ces nouveautés digitales, aussi les clients, chose qui ont, comme j'ai déjà dit, ce n'était pas le cas en Italie. Donc aujourd'hui, on a une réelle occasion pour digitaliser nos cabinets et donner aux clients et jouer un rôle majeur dans cette activité. Merci. Merci beaucoup, Carlo, pour ce partage de l'expérience italienne qui nous permet d'avoir un peu plus d'avance, ou en tout cas une picture de ce qui a été fait dans un autre pays européen. Et la preuve, ça fonctionne bien et les experts comptables ont pu même augmenter leur chiffre d'affaires sur cette activité-là. Il nous reste quelques minutes pour prendre vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et on pourra les poser aux différents intervenants. C'est pas clair si on a des questions. Alors, il y avait effectivement comment finalement aller sur ce sujet. On t'entend pas, John. Si, c'est bon, il y a un peu d'écho. C'est Giancarlo qui fait un peu d'écho en fait sur ton parleur, Giancarlo. Merci. Ok, c'est bon, il a coupé. Alors, oui, effectivement, on demandait des précisions sur comment se former à ces sujets de gestion de projet. Alors, en fait, vous avez des terminologies qui sont importantes. En fait, dans la gestion de projet, on n'a pas un parcours académique comme ce qu'on a l'habitude d'avoir. En fait, le but, c'est de comprendre les rôles. Je vous parle du Scrum Master et effectivement, vous avez des certifications qui vont permettre de valider votre compréhension des rôles de Scrum Master. Vous avez là pareil pour le Product Owner. Donc,
il n'y a pas il y a pas d'institut précis ni de formation précise. Allez chercher des certificats pour vous former à ces sujets. Voilà, ça va finalement, et du coup, vous aurez effectivement la même dynamique que les consultants qui cherchent à endosser des certificats pour être plus, plus alléchant face au marché. Donc, il faut que vous ayez la même démarche. Et alors, si mon micro est activé, oui. En ayant la même démarche qu'un consultant, vous avez déjà beaucoup d'avance sur lui, parce que quand vous arrivez, vous savez lire un bilan, vous savez le faire, vous savez faire une déclaration fiscale, vous savez si votre background est auditeur, vous savez ce que le CAC cherche. Quand il fait ses contrôles, vous savez y aller par zone de risque. Vous savez raisonner par seuil. Et donc, quand vous allez conseiller votre client, vous allez être en même temps en réflexion input, mais et en même temps en réflexion des questions output qui vont être posées par les différents prestataires. Enfin, s'il a un CAC, vous savez très bien les questions qu'il va lui poser quand la facture électronique va arriver. S'il change un logiciel, par exemple, vous savez très bien que le CAC, quand il va arriver, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est contrôler les soldes d'ouverture. Donc, vous allez pouvoir anticiper ça. Vous allez pouvoir anticiper l'inventaire physique qui doit être fait quand vous allez faire votre bascule au moment du go live. Donc, c'est vraiment un luxe d'avoir cette casquette d'expert comptable commissaire aux comptes avec beaucoup de recul qu'on utilise au bénéfice de ces missions de digitalisation. Donc, il ne faut pas hésiter. Conclusion, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut faire une première mission et vous verrez que ça ne sera pas la dernière. N'hésitez pas à poser vos questions. Vos collaborateurs vont devoir être formés pour répondre à comment les organismes de formation peuvent vous aider. Alors, je pense qu'il faut pas forcément attendre les organismes de formation à nous proposer des formations. Plutôt aller chercher aux côtés de vos OPCO type Atlas pour, euh, pour aller chercher des financements en fait. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'aller chercher des certifications parce que ça va vous permettre d'avoir ce tampon en plus, comme le disait Dargis. Donc c'est vraiment des outils en plus hein, qui vont être tamponnés, validés par des instituts certifiants. Donc, allez chercher plutôt les financements pour aller financer ce type de formation. Voilà. C'est possible. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez des mesurettes qui sont proposées notamment par les OPCO. On a là des règles qui ont été mises à jour récemment sur les financements de ce type de formation. Donc, n'hésitez pas. Appelez votre OPCO pour leur demander déjà quel est votre budget pour effectivement informer et former vos collaborateurs. Nous, au cabinet, on a déjà fait le pari de commencer à challenger nos collaborateurs, ceux qui le souhaitent, bien évidemment. On les emmène avec nous à différentes sessions, différentes conférences, différents échanges. On leur adresse des sujets de prise de connaissance avec nos éditeurs. Donc, n'hésitez pas aussi à impliquer vos équipes, parce que sans elles, vous ne pourrez pas faire face à la vague qui va arriver. Je me permets de rebondir. John, c'est un super point parce qu'on parle d'attractivité, de problèmes d'attractivité dans nos cabinets. C'est vraiment un réel levier pour intéresser les jeunes qui nous rejoignent ou ceux qui sont là depuis plusieurs années et qui peuvent s'ennuyer dans ce qu'ils font ou avoir le sentiment d'avoir fait le tour. D'avoir, par exemple, au cabinet, j'ai désigné un référent facture électronique. Il est ravi parce qu'il commence sa carrière professionnelle et du coup, il commence vraiment à se renseigner sur ça. Et comme John, il est inscrit à toutes les conférences, à toutes les webconférences, aux universités d'été, et vraiment à tous les événements qui sont organisés par leur profession et hors profession. Et il est ravi parce qu'il passe son temps à chercher de l'info, ça alimente son sujet de mémoire potentiellement. Et il est surtout référent sur le sujet. Donc, n'hésitez pas, quand vous décelez des profils qui peuvent être intéressés ou qui ne sont pas faits pour
faire typiquement la mission traditionnelle, parce qu'on peut avoir des profils qui aiment faire ça et qui font que ça et qui n'aimeraient pas aller vers autre chose, quitte à les utiliser sur ce volet-là. Mais quand vous avez des profils à fort potentiel et qui peuvent monter en compétence, c'est vraiment un réel levier, parce que nous, on est sur plein de sujets et on pourrait manquer de temps, alors qu'un collaborateur pourrait y consacrer énormément de temps et s'auto-former sur le sujet. Si vous cherchez de la documentation au sujet de la facturation et surtout, et on va peut-être terminer par ça, n'hésitez pas à aller sur le site de la DGFiP. Vous allez avoir toute la documentation nécessaire pour prendre en main à la fois la partie théorique, mais également la partie pratique, pour aussi traiter les sujets plutôt informatiques avec les fameuses annexes qui vous sont disponibles sur le site des impôts. Donc n'hésitez pas à mettre le nez dedans. Vous allez voir, c'est des notions qui vont vous parler très vite en tant qu'expert comptable. Et je pense que le travail qui reste à faire, c'est plutôt à marketer votre offre dans vos cabinets. Merci John, ce qui fait l'objet d'une autre formation pour le coup sur le parcours de transformation des cabinets. Effectivement, dans le cadre de ce que le CRO, le Conseil de Paris a géré pour vous. Donc effectivement, il y a tout un parcours, tout un schéma en fait qui a été mis en place, qui sera notamment présenté au moment des universités d'été. Donc l'idée, participez aussi aux universités d'été, venez nombreux en septembre et vous aurez le plaisir de découvrir les nouveaux parcours qu'on présente en fait et qu'on prépare avec l'ordre, de façon à permettre d'accompagner au mieux les cabinets sur les aspects effectivement techniques, mais également sur les aspects managériaux. Pour nos collaborateurs pardon, et pour nos clients évidemment aussi, on a quand même des applications assez fortes. On a bien conscience que c'est pas forcément évident pour tout un chacun, ni pour nos collaborateurs, ni pour nous, experts comptables. Donc n'hésitez pas à participer aux yeux en fait en septembre et à participer surtout à ce parcours qu'on est en train de mettre en œuvre pour vous et pour vous faciliter un petit peu cette transition qui est un peu une révolution quand même effectivement pour nous. L'Italie l'a déjà vécu, Giancarlo l'a bien évoqué. Ça peut être très profitable pour les cabinets dès lors qu'on est en capacité de proposer des missions, d'accompagner, de savoir les facturer aussi, puisque c'est pas le tout de les de faire. Il faut aussi savoir le facturer auprès de nos clients et l'expliciter. C'est un travail complémentaire, c'est un travail qui facilite souvent la vie d'ailleurs en fait, en termes de gestion de ses process et de ses flux. Donc tout travail mérite un salaire. À nous de savoir aussi le facturer et donc participer à ces différents parcours que le CRO met à votre disposition pour vous accompagner tout au long de cette année 2023-24 pour préparer le terrain de la facture électronique, du chamboulement de vos process au sein du cabinet, quoi. Merci à toutes et à tous. Conclure sur ces propos. Merci à nos intervenants qui sont levés tôt pour encore une fois investir leur temps pour vous aider à y voir plus clair. Et à très vite. Et bon Merci été. à tous. Merci, bonne journée. Au revoir, Au revoir. merci. Au revoir.